Dans la forêt. Du haut de son baccalauréat, Danny toisa le village. Une armure de piquet mal éclairée et reliée par les lianes, couverte de boue séchée et abritée sur quelques nattes de raffia. Le tout produit en 30 ou 35 exemplaires par un duplicateur mal réglé et éparpillé dans une entaille faite à la brosse. C'était là le village. Il est vrai que ça et là, les claves-glands d'un toit d'aluminium disaient l'importance de la cacaoyère de celui qui habitait là. Le reste n'était que les nids de margouillards, de cafards et de rats dans lesquels vivaient aussi des hommes. Dommage que sa grand-mère fût de ceux qui y restaient. Il ferait des jurons quand il assommerait de son titre bachelier. Et juché sur sa cravate, le prodige entra dans le village. À 16 heures, tout le monde était encore au champ, malgré l'incendie perpétuel qu'entretenait là-haut un méchant soleil. Danny sentait ses rayons, des crocs, perforer sa peau. Après 2 heures de marche à pied dans cette rôtissoire que constitue une route ensoleillée, ses souliers avaient entrepris de lui mâcher les orteils. Dans sa veste, il macérait dans sa sueur à très haute température. Il aurait bien aimé avoir un bâton ou même une paire de béquilles pour marcher. Mais sa dignité lui interdisait ce plaisir. Pourtant, plus il avançait, plus il déchantait. Il gaspillait la douleur de ses orteils son bain de sueur. Sa cravate l'étranglait en vain. Pourquoi raidissait-il donc son cou à en désespérer un tétanos? Depuis le matin, il transportait sur son dos cette masse d'étoffe harmonieusement découpée et habilement rassemblée qu'on appelle veste. Que d'efforts gâchés pour si piètre résultat. Actuellement, il défilait sous les indifférents de quelques rares poulets qui ne dormaient pas. Les cabris ne bêlèrent même pas à son passage. Tous ruminaient placidement leur petit déjeuner. Un margouillat, à la poursuite d'un cancrelat, hocha 3 fois sa tête rouge et grise, puis continua sa chasse. Ce fut le seul témoignage d'intérêt que son arrivée obtint. Pour les hommes, c'était désespéré. Ils savaient que leur dos défiait les soleils les plus douloureux. Ils se demandaient comment l'on pouvait rester courbé comme cela toute une journée à s'écorcher les mains sur une houe. Retourner le sol, rassembler la terre en grosses bottes ou en sillon pour y enterrer des graines toute une journée, tous les jours. Distribuer son sang à la gloutonne petite pompe qui vous l'aspirait sans votre avis. Les mouches, les moucherons, les moustiques, les taons et les filarios ne réclamaient jamais de carte de donneur de sang. On pouvait s'assommer avec ses propres gifles en tentant de les écraser. À l'arrivée d'une main, il interrompait prestement leur festivité, allait faire un tour dans les airs et revenait vous manger. Il fallait nourrir la brosse. Et votre sang était un impôt payé pour que la brosse vous nourrisse. Quand désespéré par la sudité vorace de ces bestioles, vous osiez mettre votre opinion là-dessus, un villageois vous demandait tranquillement si vous avez déjà vu un moustique cultiver un champ pour se nourrir. Il ajoutait que la quantité prélevée ne pouvait pas vous anémier. Danny essaya de réviser la liste des prétextes qu'il avait mémorisés à l'intention de sa grand-mère. Il n'irait pas au champ. Mais actuellement, son problème était ses chaussures. Elles étaient à la mode et lui croquaient gaillardement les pieds. Il fallait les enlever au plus vite. Et cela allait être dommage, car il mettrait aussitôt une paire de sandalettes. Malheureusement, les sandalettes sont les ennemis jurés de la veste et de la cravate. Elles s'acharnent à les ridiculiser quand elles se retrouvent dans le costume d'un même individu. C'est une incompatibilité vestimentaire qu'il ne pouvait se permettre. De toutes les façons, il restait son baccalauréat. Un prestige qui n'acquiert vraiment sa valeur qu'au village.
encore un motif pour massacrer les poulets. Pauvres victimes de nos joies, de nos bonheurs et même de nos malheurs. Un baccalauréat en reste un, même quand la cravate de son propriétaire est enfermée dans une penderie. Mais il aurait fallu quand même que le village voie sa cravate. Tiens, quelqu'un allait tout de même la voir. Une pauvre villageoise, jeune, il est vrai, mais dont le cou pouvait rentrer dans les épaules, efficacement aidée en cela par l'énorme fagot de bois qu'elle portait. Dany sursauta. Elle transportait à califourchon sur son nez un morceau de civilisation. Une paire de lunettes sur le nez d'une villageoise. Incroyable. Il ne la reconnaissait pas. Sans doute une nouvelle épouse. De la tribu en tout cas, car elle parlait bien la langue. Son bonjour avait été poli, mais pas admiratif. De toutes les façons, sa cravate à elle seule coûtait plus cher que tous les pains rafistolés qui la recouvraient. La porte de sa grand-mère était ouverte, il entra. Un logarithme, mot très grossier. On se demanderait ce qu'il vient chercher dans vos oreilles en plein village. Et surtout, par un après-midi de canicule. Il avait le dos courbaturé et les mains enflées, boursouflées d'ampoules. La grand-mère de Dany, un paquet de rides torturées par l'âge, avait souri quand il avait commencé à énumérer les prétextes qu'il avait préparés pour éviter la plantation. Elle avait hoché la tête, puis elle avait coiffé sa silhouette rabougrée d'un panier contenant une houe, une machette et des semences diverses et s'était dirigée vers son petit champ en affirmant que la plume et le panier ramollissaient les mains d'une façon inquiétante pour l'avenir du pays. Navré de constater qu'elle avait raison. Il était parti, une machette à la main, s'offrir en holocauste aux multiples mandibules de la brousse. Il avait coupé quelques herbes. En retour, elle lui avait massacré les mains. Maintenant qu'il croyait avoir droit à quelques repos, on venait l'assaillir. Il faillit hurler au scandale. Qu'allait devenir nos villages? On ne pouvait plus se réfugier nulle part sans se trouver nez à nez avec une asymptote oblique brandie à bout de bras par un spécimen de cette faune envahissante qui s'insinue désormais partout. Les collégiens et les lycéens. Cela se ressentait au niveau pratique. Le seul souvenir qu'il gardait de la poule chétive que sa grand-mère avait préparée pour fêter son bac était le piment dont la sauce avait été saturée. La viande elle-même était plus coriace que celle d'un corbeau centenaire. De phénomènes qu'il se voulait s'il s'était retrouvé dans les rangs d'une cohorte. Heureusement, personne n'avait le bac parmi eux. C'est pourquoi ils venaient le consulter pour qu'il leur explique ses calculs. Il jetait un coup d'œil soupçonneux à ses équations. Il ne se voyait pas aux prises avec ses mathématiques inextricables en pleine brousse tropicale. Il risquait de se faire ridiculiser par quelques subtilités algébriques et traîtresses glissées au tournant d'une factorisation ou d'une probabilité. Il préférait dormir. Il invita les écoliers à repasser le soir. Le soleil lui avait donné mal à la tête. Il voulait prendre un peu de repos. Oh! Si un bonbon était là! Elle rétale. Pour un bonbon, ces équations, c'est rien. S'enthousiasma un second. Tiens, où serait-il donc parti? S'inquiéta Dany. Il voulait plutôt demander. Qui est encore celui-là? Il craignait de se retrouver en face de quelqu'un ayant le même niveau d'études que lui. Mais il ne voulait pas non plus que son inquiétude perce. Il est en brousse avec les hommes, en train d'équarrir un arbre pour en extraire des piquets. Il leur apprend le maniement d'une scie à moteur que l'oncle vient d'acheter. Il est presque interdit chez nous de s'approprier un parent. Personne n'a de papa ni de maman. On se partage équitablement les oncles, les cousins, les tantes et les neveux. Personne ne dit jamais papa, mon papa, ma mère, ma maman ou ma tante. On dit le papa, la maman, la mère, l'oncle, le grand frère. Ainsi,
la portion de parenté de chacun est préservée. Danny se rasséréna. Un bonbon devait être l'un de ces écoliers professionnels qui poursuivent leurs études sans jamais s'essouffler, mais aussi sans jamais attraper le moindre certificat ou diplôme. Chaque année, ils s'en vont polir les bancs d'un derrière assidu. Ils se remarquent par l'élasticité de leur âge. La barbe a beau ensevelir leurs joues sous sa broussaille. Ils continuent imperturbablement à avoir 16 ans. Le temps qui grignote les cheveux et sculpte les rides glisse sur eux comme une pirogue sur l'eau, sans laisser de traces sur son passage. Puis un jour, la malchance, à bout de souffle, se fatigue et leur laisse l'occasion de décrocher enfin une peau d'âne. Ils peuvent alors, le cœur joyeux, aller grossir les rangs des chômeurs à la recherche d'une sinécure bureaucratique. Parfois, ils continuent. Alors, tout recommence. Danny ne craignait pas ce genre. Ils ont beau être décalés, ils sont vieux, dont incapables d'attirer sur eux des projecteurs de l'actualité. Le fait qu'il fût en brousse en train d'équarrir les arbres prouvait qu'il devait déjà être bien mûr. Les hommes cèdent toujours devant les jeunes premiers. Il devait cependant avoir le bac, sinon les autres ne seraient pas venus le consulter. Il ne pensa pas à un moment que l'absence de l'autre pouvait être le vrai motif de leur venue. Couché sur son lit, un assemblage de bambous et de raffia affigé d'un tas de feuilles de bananier sèches en guise de matelas, Danny étant en proie à l'interrogation philosophique. L'une des maladies les plus tracassières qui soient. Elle vous ôte le sommeil et ne vous le rend que si vous réussissez à la chasser de votre tête. Il y avait bien 5 ans qu'il n'était venu dans ce village. Sa grand-mère s'en plaignait toujours. Il est vrai qu'elle n'était en fait que la sœur de sa mère, mais cette différence était infime. Personne ne s'en souvenait. Elle était sa grand-mère et il était difficile de convaincre le monde du contraire. Cependant, Danny se souvenait avec angoisse des éclats de voix de sa propre mère. Elle avait dû le tenser sans arrêt pour qu'il se décide à venir dans ce trou égaré quelque part dans la forêt. Même une boussole, il en était sûr, aurait perdu le nord en cherchant à s'orienter là-dedans. Il n'y avait que les villageois pour retrouver infailliblement les sentiers, cordons ombilicaux qui les reliaient au reste du monde. Il n'y avait aussi que le soleil qui, chaque matin, surgissait impitoyablement de derrière les cases et s'installait dans le ciel. La mère de Danny lui avait rappelé 1000 fois toutes les plaintes, toutes les supplications émises par la grand-mère. Celle-ci mendiait inlassablement sa présence. Elle arguait toujours qu'elle aurait bientôt à aller rendre compte à sa sœur de la situation de sa famille. Il fallait notamment qu'elle connaisse ce qu'elle devait dire à propos du poteau central de sa case. Ce poteau central s'appelait Ekekeke-1 Dek, la vieille calebasse vide, un pseudonyme dont la grand-mère de Danny s'était affublée et qu'on lui avait infligé. Il le subissait comme un pensum, et ceci augmentait sa réticence. Pour venir dans ce trou perdu, il s'était montré rétif comme une mule affamée. Il n'y avait que là qu'on lui décernait ce nom, Ekekeke-1 Dek. Dans un pays où personne ne pouvait se nommer Danny, Tim, Bill et Joe, comme lui et ses amis en ville, il se sentait perdu. On ne s'appelait même pas Wolfgang, Balthazar, Venceslas ou Jéroboam, comme le commun des chrétiens qu'il leur fallait des retrouvailles aussi grotesques. Ekekeke-1 Dek, et comme fils aîné, il avait hérité cette punition de son grand-père. Son vrai nom, qui faisait aussi partie de l'héritage, ne l'enchantait pas non plus. Mebara. Lésion cutanée due au pion. Il aurait préféré la maladie elle-même à ce nom, car la maladie, elle au moins, est curable. Danny soupira. Sa mère avait dû le cingler à grands coups de gueule pour qu'il se décide afin de venir ici. Heureusement qu'à cet endroit, il avait la consolation d'être une éminence.
Tous les villageois étaient des analphabètes et reverraient religieusement tous ceux qui bénéficiaient du privilège de pouvoir démêler tous les entrelacs énigmatiques que l'homme trace sur le papier. Avec les blancs, le moindre des scribes était aussi un blanc. L'interprète avait le privilège de manger les restes des repas du chef de subdivision. On ne le fouettait jamais pour l'impôt ou les corvées, le maître d'école et le catéchiste non plus d'ailleurs. Cette déférence était restée. Le planteur, le menuisier et le mécano devaient s'effacer devant ceux qui avaient un niveau. Lui, son niveau était très élevé. Il dépassait de loin tout le village, et si on ne faisait pas la révérence à son passage, c'est qu'on ignorait ce genre de contorsion ici. Il regrettait cependant qu'on ne l'ait pas vu entrer au village en costume. Ça l'aurait plus facilement distingué de ses petits cousins encombrants, fraîchement émoulus d'une classe de seconde ou de première, toujours en train de bagarrer contre les litotes de leurs bouquins de littérature ou les faux amis de leur anglais. Ils étaient encombrants et toujours, ils venaient le déranger. Et puis maintenant, il y avait un bombo. Avant, il n'y avait pas tant de connaisseurs dans les villages. Mais maintenant, la boue gloucloutait. Parfois, elle giclait. Flic-floc. Et les jambes continuaient à l'appiler. De longs fuseaux de chocolat qui louaient perpétuellement leur créateur. Même tout insulté debout comme actuellement. Leur sommet se cachait sur un vieux pagne de cotonnade, crasseux et déchiré. Elle montait et redescendait à toute vitesse et écrasait la terre gorgée d'eau qu'elle pétrissait depuis un moment. Tout en haut, le pagne n'arrivait pas à travestir l'harmonie d'une admirable chute de rein, la symphonie des formes dessinées par les hanches, la planéité du ventre. Ce qui nous sert à nous asseoir. La victime des chicottes de nos fessées, la cible des seringues, semblait avoir été conçue ici pour le plaisir des yeux. Mais l'œil hésitait quand même à s'y attarder, préférant souvent escalader la taille. Aussi souple que celle d'un lévrier, elle s'élançait vers les épaules graciles, se boursouflant un bon moment sur la poitrine, en deux adorables petites tentations. Puis, en se rétrécissant, elle lançait un défi aux gazelles pour mouler le cou. Le mouvement était un énigme à la gloire de ce corps, un énigme repris en chœur par le gigotement des bras, les vibrations de la poitrine mal abritée dans un vieux t-shirt, par le bassin qui retenait captif l'œil de l'observateur. Quelle triste besogne! Aller habiller de cette grossièreté gluante l'armature de Yann et de Piquet qui se trouvait là-bas sous un aume de raffia tressé. Daniel la voyait mieux dans une boîte de nuit, en train de gesticuler sous l'agressivité mélodieuse d'un air en vogue ou à l'université, où lui-même irait bientôt puisqu'il avait le bac. Ou dans une besogne plus noble, derrière une pétérandante machine à écrire par exemple, ou dans un salon de haute couture. Bâtie comme elle était, elle n'aurait aucune peine à trouver du travail. Vendeuse dans un magasin, barman, coiffeuse, boniche même. Tout ceci était plus honorable que de pétrir de la latérite pour en confectionner des murs qui dans quelques jours seraient l'abri le plus sûr pour une faune nombreuse. Il était pour l'écologie la protection de l'environnement, mais l'environnement pour lui, c'était les forêts et la savane. Et s'il était dedans, il préconisait qu'on l'éloigne. L'argent rampante l'ébouriffait, les insectes aussi. Et tous les murs de terre grouillent de lézards, de rats, de margoillards, d'araignées, de fourmis, de blattes, souvent de scorpions et de serpents. Et une jeune fille comme celle-ci leur confectionnait un abri. Il est vrai que les hommes s'y nichaient aussi, mais pour une famille de 10 têtes, combien de familles de vermines trouvait-on sur un même toit? Finalement, les bestioles profitent plus l'infrastructure habitationnelle de nos contrées que les humains dans un rapport chiffré. Un doigt boueux alla réajuster la paire de lunettes qui chevauchait l'agréable nez de l'ouvrière.
Constamment en équilibre instable à cause des mouvements de sa propriétaire, elle excitait à tout moment la curiosité de Danny. Celui-ci se tenait prudemment à l'écart, loin de la saleté que pétrissait la fille. Il dégustait tranquillement les arachides grillés que celui-ci lui avait servis. Que faisait cet objet civilisé sur le nez d'une malheureuse sans niveau? Ce genre de travaux même. Danny détermina sa remarque par une moue éloquente. La fille sourit. Si le soleil avait été plus proche de la terre, il en aurait frémi d'envie. Elle avait des dents étonnamment blanches, symétriquement plantées de part et d'autre d'un délicieux écart entre les incisives. Tu ne crains pas de te salir? Ok, y a l'eau, non? Elle souriait toujours. Il la regarda, sceptique. À une époque où toutes les femmes de la planète passent la moitié de leur vie devant un miroir à polir leur peau avec huile, lotion, poudre et crème, une entité s'évertuait à se couvrir la boue pour se fabriquer un abri. Lisait-elle des journaux? Que savait-elle de l'émancipation de la femme? La semaine dernière, une femme affirmait dans un magazine abondamment illustré de robes, de nus, de mannequins et de stars qu'il fallait que la femme abandonne les travaux dégradants. Moi, je ne peux quand même pas faire ce genre de travaux. Et il lui parla de ses idées sur l'émancipation de la femme. Moi, je ne peux quand même pas faire ce genre de travaux. Et il lui parla de ses idées sur l'émancipation de la femme, des travaux dégradants de ses conceptions. Il se présenta à elle comme un messie incompris des villageois. Il évoqua longuement la vie en ville, les merveilles du lycée. Il lui parla des longues études qui lui avaient valu son bac et celles auxquelles ce haut diplôme lui donnait accès. Il serait grand, aurait une voiture, une villa, empêcherait sa femme de s'abrutir avec des travaux manuels. Il était pour l'émancipation de la femme. Il embaucherait donc une bonne. L'autre avait cessé de préparer la latérite. Elle en transportait maintenant de gros paquets qu'elle alla déposer au pied de ce qui bientôt usurperait le nom de mur. Elle souriait constamment, parfois éclatait franchement de rire. Au milieu de toute cette boue qui la masculait, la blancheur de ses dents donnait toujours envie de décrocher le soleil pour en installer une à sa place. Danny critiquait maintenant la vie du village. Son mode de vie, son vin de palme, rien de la distinction de la bière, du whisky et du champagne, ses mouches, ses moustiques, sa brosse. Il se demandait sincèrement comment les créatures de Dieu pouvaient y vivre. L'autre, absorbé par son travail, l'écoutait en répondant laborieusement par des onomatopées. Apparemment, elle ne saisissait pas le problème dans toute son acuité. Il en conçut de la pitié pour elle. Il la comprenait. Elle n'était qu'une simple villageoise juste capable de pétrir de la boue. Seulement, ce mystère qui barrait son visage l'intriguait. Étrange villageoise que celle-ci avec une paire de lunettes devant les yeux. « Grand-mère! Grand-mère t'appelle me bas. » Il bondit sous l'insulte. Son nom le faisait presque gémir. Cependant, il n'osait le renier. Une fois, il était entrepris une campagne contre ce pénible patronyme hérité de son grand-père. Il avait rencontré une ironie têtue chez tous les villageois. Ceux-ci avaient cité plusieurs pensées de la docte Tortue et à la fin, chacun lui avait vanté le mérite qu'il y avait à s'appeler Ekwekwe Ande. Grand-mère lui avait préparé une friture de criquets. Il sursauta de dégoût devant cette friandise. « Qu'y a-t-il, petit mari ?» Danny portait le nom du mari de sa sœur, donc était son mari. Son sourire égaré à travers toutes les rides de son visage était inquiet. Elle avait confectionné ce mets avec toute la virtuosité que lui permettaient ses 70 ans d'expérience culinaire. Chez nous,
les filles apprennent à faire la cuisine à 10 ans. Il goûta. Ce n'était pas moche, et sa langue en apprécie vivement le goût. Toute sa bouche entérina en salivant abondamment. Lui-même ne se rendit pas en ses jugements. C'était tout de même des criquets. Il avait vu des gamins se battre pour ces bestioles, des poulets aussi d'ailleurs. Un plat de ces orthoptères du groupe des acridiens ne le tentait pas. Il était constamment ahuri parce que les villageois pouvaient ingurgiter. C'était fréquent de voir une paysanne s'échiner sur quelques dégoûtantes chenilles, et celle qui organisait des battues pour récolter des escargots bafauchants, ou encore ces éternelles chasses où des hommes s'y époumonaient pour un malheureux rat des champs. Des mets à base de fourmis, des serpents, de chenilles. Au lycée, il avait toujours éprouvé ouvertement ses mauvaises habitudes alimentaires. Il était pour les pommes, les pizzas, les spaghettis, le caviar. Mais faire accepter cela à ces gens, mon Dieu! La fille aux lunettes lui avait aussi proposé des criquets. Il s'était reculé. C'était la saison. On les trouvait partout, blottis, bondissant, grignotant. C'était bon. Mais il n'allait pas pousser la sauvagerie jusqu'à en manger. Il était au village, d'accord, mais il n'en était pourtant pas devenu, un villageois. Il allait repousser vertement cette friture d'insectes quand on frappa à la porte. Il se retourna. C'était la volée de cancres avec leur éternel problème académique. Il brandissait comme toujours un antipathique livre et venait sûrement réclamer des éclaircissements sur quelques puzzles ténébreux. Il emprunta un sourire chez l'hypocrite que chacun de nous accompagne et les invita à partager son repas. Tout en mangeant, il expliquait leurs problèmes. Et un bonbon? Et un bonbon peut pas vous aider. Très occupé actuellement, il allait falloir tout de même qu'il entame le duel avec le mystère du livre que les autres avaient apporté. C'était meilleur que ce qu'on a bouffé chez un bonbon. Grand-mère exhiba ses chicots brunâtres pour sourire à ses gourmets. Danny était scandalisé. Des gens d'un certain niveau qui apprécient des insectes? Il nous a dit que tu as passé beaucoup de temps chez lui. Au village, on mange des archiptères, des inoptères, des coléoptères, de tous ces noms terminés par terre. Il y a peut-être que les hélicoptères qui ont échappé à la folie gourmande qui approvisionnent nos tables, parce qu'ils ne vivent pas dans nos brousses. D'ailleurs, nous mangeons rarement sur une table. Nos plats sont souvent des écuelles à même le sol. À vous donner vraiment le frisson. Sur ce point-là, rien n'a changé, au contraire. Mais de plus en plus, dans d'autres domaines, nous buvons toujours du vin de palme. Il n'est pas rare que passant en pleine forêt équatoriale, vous entendiez nasiller du sommet d'un palmier à 30 mètres au-dessus du sol un air de disco, émis par le poste radio d'un malafoutier. Sartre fait perdre du terrain à la tortue. On trouve aussi parfois des bâtisseurs de gratte-ciel, ceux qui en font des plans, conçoivent la résistance du béton, font des calculs savants. On les trouve parfois dans nos cases en terre battue. Dans notre langue, le féminin n'existe pas, ce qui supprime aussi le masculin. Cela simplifie beaucoup de problèmes de grammaire. Moi, chez un bonbon. Il s'imaginait mal chez cet insectivore, même si celui-ci pouvait se dépêtrer convenablement d'un piège logarithmique. Mais oui, c'est pas toi qui la regardais préparer la terre pour les murs de la cuisine de sa mère tout à l'heure. Il ne connaît peut-être pas son nom. Comment? Le premier ingénieur de notre village. Il vient de sortir de Polytechnique de Yaoundé. Ingénieur? C'est elle un bonbon? Attendez, la fille aux lunettes? Oui. Il se souvint de toutes les théories qu'il lui avait exposées ce matin et de son sourire. Que ne peut-on pas ramasser les paroles qui ont franchi le seuil de nos lèvres?